Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Le lion du désert, scène de la vie indienne dans les prairies. Par Gustave Aimard. Partie 1, Le lion du désert. Chapitre 1, Le rancho. Le Presidio de Santa Fe, le poste le plus avancé que possèdent les Mexicains dans la province de Sonora, est bâti au milieu d'une plaine riante et fertile. Une de ses faces occupe l'ouverture du coude que forme une petite rivière. Il est ceint naturellement par les murs de pierre des habitations dont il est bordé. L'entrée de chaque rue est fermée par des pieux qui font palissade, et comme dans la plupart des pueblos, villages, de l'Amérique du Sud, les maisons, élevées d'un étage, sont couvertes en terrasses de terre bien battue, ce qui est un abri suffisant dans ce beau pays où le ciel est toujours pur. Au temps de la domination espagnole, Santa Fe jouissait d'une certaine importance, grâce à sa position stratégique, qui lui permettait de se défendre facilement contre les incursions des Indiens. Mais depuis l'émancipation du Mexique, ce pueblo, comme tous les autres centres de population de ce malheureux pays, a vu sa splendeur s'évanouir à jamais, et, malgré la fertilité de son sol et la magnificence de son climat, il est entré dans une ère de décadence telle que le jour est prochain où ce ne sera plus qu'une ruine inhabitée. En un mot, ce bourg qui comptait il y a 50 ans, plus de 3000 habitants, en possède aujourd'hui 400 à peine, rongé par les fièvres et la plus honteuse misère. Or, le 5 mars 1855, jour où commence cette histoire, entre 3 et 4 heures du soir, 2 cavaliers bien montés entraient au grand trot dans le Presidio. Le premier était un homme de 45 à 50 ans. Sa taille haute, ses membres vigoureux et bien attachés, indiquaient une force et une agilité peu communes. Son teint était bronzé, et ses traits durs et hautains décelaient presque la cruauté. Un air de franchise qui rayonnait dans ses yeux tempérait néanmoins cette expression, et répandait même sur sa physionomie un charme dont il était difficile de se défendre. Le bas de son visage était couvert d'une barbe noire et touffue, et d'épaisses boucles d'une longue chevelure brune, mêlée par places de fil argentées, s'échappaient de son chapeau de paille à larges bords, et tombaient en désordre sur ses fortes épaules. Son costume, en partie recouvert d'un zarapé aux 1000 couleurs, et d'un tissu d'une finesse extrême, ressemblait à celui des riches ascenderos. Son large pantalon de velours violet, garni d'une profusion de boutons d'or ciselés avec art, et ouvert à la hauteur du genou, laissait voir ses bottines de daim aux talons, desquelles sonnaient ses lourds éperons d'argent dont les molettes, larges comme des soucoupes, obligent à marcher sur la pointe du pied. Sa veste, d'une étoffe et d'une couleur semblable au pantalon, ne lui descendait que de quelques pouces au-dessous des aisselles, et permettait d'entrevoir la fine chemise de batiste, que fermait sur sa poitrine un superbe diamant, une ceinture de soie rouge richement brodée, et dans laquelle était passé un revolver à 6 coups, un poignard et une hache, lui serraient les hanches, et un rifle damasquiné d'argent était posé en travers de sa selle. Cet individu se nommait Don Lopez Arriaga. Son compagnon portait un costume à peu près semblable au sien. C'était un grave et long personnage à la figure taillée en fer de hache, et qui répondait au nom de Don Juan Venado. Règle générale en Amérique, depuis la guerre de l'indépendance, tout le monde a le droit au don. Que vous ai-je annoncé, Señor Venado? Dit d'un ton satisfait Don Lopez à son compagnon. Vous le voyez, nous arrivons juste au bon moment, personne n'est là pour nous espionner. Qui sait? Répondit l'autre. Croyez-moi, Señor Don Lopez, dans les villes, il y a toujours quelqu'un aux aguets pour voir ce qui ne le regarde pas, et en rendre compte à sa manière. C'est possible, murmura Don Lopez en haussant les épaules avec dédain, je m'en moque comme d'un costal de nuez. Je n'en doute pas. Mais je crois que nous sommes arrivés enfin au rancho du Seigneur Pepe Naipes. Ce doit être cette hideuse masure, si je ne me trompe. En effet, c'est ici que nous avons affaire, pourvu que le drôle n'ait pas oublié le rendez-vous que je lui ai donné. Mais... Attendez, Seigneur Don Juan, je vais lui faire le signal convenu.
Ce n'est pas la peine, Seigneur Don Lopez. Vous savez bien que je suis toujours aux ordres de votre seigneurie quand il lui plaît de penser à moi, répondit une voix railleuse partant de l'intérieur du rancho, dont la porte s'ouvrit, et laissa voir dans son entrebâillement la haute stature et la figure intelligente de Pepe Naipes lui-même. « Ave Maria Purissima », dirent les voyageurs en descendant de cheval et entrant dans le rancho. « Sin pecado consbida », répondit Pepe en prenant la bride des chevaux qu'il conduisit dans l'écurie, où il les décella, et les mit devant une énorme botte d'alfalfa. Les deux Mexicains, fatigués d'une longue route, s'assirent sur un banc adossé au mur, et attendirent le retour de leur hôte en tordant entre leurs doigts une cigarette de maïs. L'endroit dans lequel ils se trouvaient n'avait rien de bien attrayant. C'était une grande salle percée de 2 fenêtres garnies de forts barreaux de fer, dont les vitraux crasseux ne laissaient pénétrer qu'un jour incertain. Ces murs nus et enfumés étaient couverts d'images enluminées représentant divers sujets de sainteté. Le mobilier ne se composait que de 3 ou 4 tables boiteuses et d'autant de bancs. Quant au plancher, c'était tout simplement le sol battu, mais rendu raboteux par la boue qu'avaient apporté les pieds des chalands. Une porte soigneusement fermée conduisait à une chambre intérieure dans laquelle couchait le ranchero. Une autre porte faisait face à la première. Ce fut par celle-là que rentra Pepe, dès qu'il eut donné ses soins aux chevaux des voyageurs. « Eh bien, Seigneur, cria-t-il de la porte, quoi de nouveau ? Le général Alvarez se prépare-t-il à battre Santa Anna, ou celui-ci s'est-il enfin emparé de son compétiteur ? Ma foi, répondit Don Lopez, je n'en sais rien et je ne m'en occupe guère. Nous avons à parler d'affaires plus intéressantes. Carré, Seigneur Don Lopez, quelle vivacité, s'écria Naipes. Avant de causer, vous vous rafraîchirez bien un peu, il n'y a rien de tel qu'un verre d'aguardiente pour éclaircir les idées. L'eau-de-vie fut versée à plein bord, et absorbée d'un trait. Et maintenant causons sérieusement, dit Don Lopez à voix basse, après avoir jeté un regard soupçonneux autour de lui. Ainsi que nous en étions convenus, je suis allé à la Vera-Cruz pour y recruter les gens dont nous avons besoin, mais si l'on trouve à la Vera-Cruz autant de matelots qu'on en veut, il n'en est pas de môme pour les gambusinos. Je n'ai pu en trouver un seul. D'ailleurs, qu'irait-il faire dans cette ville en ce moment, où la Californie enlève pour ses riches placés tous les hommes du métier? Et puis, comme il est fort probable que nous aurons maille à partir avec les Indiens bravos, je me souciais peu d'enrôler des novices, qui, à la vue des premiers peaux rouges, se sauveraient avec épouvante en nous abandonnant au milieu des lianos. J'avais besoin au contraire, d'hommes aguerris et résolus, que nulle fatigue et nul péril ne dégoûtassent, et qui, une fois attachés à notre entreprise, la suivissent jusqu'au bout sans hésiter. Je m'en revenais donc assez chagriné, lorsque le hasard ou plutôt ma bonne étoile, me fit, il y a quelques jours, rencontrer à Tubac le seigneur Don Juan Venado, que vous connaissez déjà. Oui, interrompit Pepe avec un soupir, nous sommes de vieux amis. C'est vrai, répondit poliment Don Juan, nous avons passé de bonnes heures ensemble à Mexico. Moi aussi je connais Don Juan de longue date, poursuivit Don Lopez en jetant un regard amical sur son compagnon. Aussi n'ai-je pas hésité à lui confier qu'un Indien nous ayant révélé à vous et à moi, Seigneur Pepe, un riche placé, nous avons formé le projet de réunir une troupe d'hommes résolus, afin de nous en emparer. Le Seigneur Don Juan, dont vous connaissez la discrétion, comprit que nous ne voulions pas faire la fortune du gouvernement aux dépens de la nôtre, et que par conséquent, l'expédition devait être préparée dans le plus grand secret, car Dieu sait les embarras que nous occasionnerait une parole légère en ce moment où le monde entier ne rêve que placés, mines d'or, etc., et où tous les jours l'Europe vomit sur l'Amérique des nuées de vagabonds avides de s'engraisser à nos dépens. Puissamment raisonné, observa Pepe d'un air convaincu. Bref, continua Don Lopez, j'ai pu, grâce à notre ami, réunir en peu de jours pour notre expédition la plus belle collection de bribones, tous gaillards de sacs et de cordes,
ruinés par le monté, et sur lesquels je puis compter parfaitement. Je suis en tout point de votre avis, Seigneur Don Lopez. Et maintenant qu'avez-vous résolu? Nous n'avons pas de temps à perdre, reprit le Mexicain. Ce soir même nous nous mettrons en route. Qui sait si déjà nous n'avons pas différé trop longtemps notre départ? Peut-être quelques-uns de ces vagabonds d'Europe dont je vous ai parlé, ont-ils découvert notre placé. Ces misérables ont un flair particulier pour trouver l'or. Carré, mon maître, s'écria Pépé en frappant du poing sur la table, ce serait à devenir fou, une affaire si bien combinée et si bien menée jusqu'ici. J'y ai autant d'intérêt que vous, Seigneur Pépé, répondit Don Lopez avec un aplomb superbe. Vous savez que de malheureuses spéculations m'ont fait perdre toute ma fortune. Je veux la rétablir d'un seul coup. À ces paroles, le ranchero eut une peine incroyable à réprimer un sourire, car il était de notoriété publique que le Seigneur Don Lopez Arriaga était un lepero qui, en fait de fortune, n'avait jamais possédé un quartillo de patrimoine, que toute sa vie, il n'avait été qu'un aventurier, et que les malheureuses spéculations dont il se plaignait étaient simplement une funeste veine au monté, qui lui avait récemment enlevé une 20 000 piastres, gagnées Dieu sait comment. Mais le Seigneur Don Lopez était un homme d'une bravoure sans égale, doué d'un esprit fertile et prompt, que les hasards de sa vie accidentée outre mesure avaient obligé à vivre longtemps dans les Llanos, dont il connaissait aussi bien les détours que les ruses de ceux qui les habitent. Pour ces différentes raisons et bien d'autres encore, le Seigneur Don Lopez était le seul homme capable de mener à bien la difficile expédition qu'ils allaient entreprendre, et le Seigneur Pépé Naipes, lui aussi, avait de rudes revanches à prendre contre le monté. Aussi, eut-il l'air d'ajouter la foi la plus complète à ce qu'il plut au Seigneur Don Lopez de dire touchant sa fortune perdue. Mais dit-il après une seconde de réflexion, et la femme, qu'en faisons-nous? La femme? Oui. Eh bien nous. En ce moment, 2 coups vigoureux retentirent sur la porte soigneusement verrouillée. Don Lopez s'interrompit. Faut-il ouvrir? Demanda Pépé. Oui, répondit Don Juan. Hésiter ou refuser pourrait donner l'éveil. Dans notre position, il faut tout prévoir. Don Lopez consentit d'un signe de tête, et le ranchero alla ouvrir la porte, contre laquelle on continuait de frapper, comme si l'on avait l'intention de la jeter bas. Un homme embossé dans un large manteau, et les ailes du chapeau rabattues sur les yeux, entra dans la salle. « Santa Starde !» dit-il en portant la main à son chapeau sans l'ôter cependant. « Dios la de a usted buenas !» répondit Pépé. « Que faut-il servir à votre seigneurie ?»« Une bouteille d'aguardiente !» répondit l'étranger en s'installant dans l'endroit le plus obscur de la salle. Dès qu'il fut servi, il se versa un verre d'eau-de-vie qu'il but, et appuyant sa tête sur sa main, il sembla se plonger dans de sérieuses réflexions, sans s'occuper davantage des gens qui se trouvaient auprès de lui. Cependant l'arrivée de l'inconnu avait glacé la faconde de nos 3 personnages, qui, les bras croisés et le dos au mur, restaient mornes et silencieux, comme s'ils eussent pressenti que cet homme était un ennemi. Ils attendaient avec anxiété ce qui allait se passer. Enfin Don Juan, voulant savoir à quoi s'en tenir sur le compte de ce mystérieux individu, se leva, remplit résolument son verre et se tournant vers l'étranger toujours impassible en apparence. « Seigneur Caballero », lui dit-il avec cette politesse que possèdent à un si suprême degré tous les Mexicains, « j'ai l'honneur de boire à votre santé. » À cette invitation, l'inconnu leva lentement la tête, fixa un instant les yeux sur son interlocuteur, et lui répondit d'une voix sèche et brève. « C'est inutile, Seigneur Don Juan, car je ne boirai pas à la vôtre. Ce que je dis à vous, ajouta-t-il en appuyant sur ces mots, le Seigneur Don Lopez Arriaga peut également le prendre pour lui, si bon lui semble. »« Qu'est-ce à dire, Seigneur ?» demanda Don Lopez, en se levant avec violence. « Auriez-vous l'intention de m'insulter ? » Il y a des gens avec lesquels on ne peut avoir cette intention, reprit l'inconnu d'une voix incisive.
Mais Seigneur, continuez donc votre conversation. Elle était à mon arrivée, des plus intéressantes. Vous parliez, je crois, d'une expédition que vous préparez, et même n'était-il pas question à l'instant où je suis entré, d'une femme indienne, que votre digne associé, le seigneur Pepe Naipes, a enlevée pour votre compte, et qui doit, je le suppose, vous servir d'otage auprès de ses compatriotes. Que je ne vous dérange pas, je serais charmé, au contraire, de savoir ce que vous comptez faire de cette jeune femme. Aucune expression ne saurait rendre le sentiment de stupeur et d'épouvante, qui s'empara des trois associés, à cette révélation accablante et imprévue de leur projet. Un instant, ils se figurèrent avoir affaire au génie du mal, et firent simultanément le geste de se signer. Mais Don Lopez et Don Juan étaient des hommes qu'un événement, si grave qu'il fût, ne pouvait longtemps abattre. Le premier moment passé, ils se raidirent, et l'étonnement faisant place à la colère, Don Juan tira de sa botte vacra un couteau à lame bien acérée, et fut se placer devant la porte, afin de barrer le passage à l'inconnu, tandis que Don Lopez, le sourcil froncé et le machette à la main, s'avançait résolument vers la table, derrière laquelle leur étrange interlocuteur, debout et les bras croisés, semblait les défier, après les avoir si cruellement raillés. « Qui que vous soyez, Señor Caballero, dit Don Lopez en s'arrêtant à 2 pas de son adversaire, le hasard vous a rendu maître d'un secret qui tue, et vous allez mourir. Vous croyez, Señor Don Lopez ? Répondit l'autre, avec un sourire ironique. Défendez-vous si vous ne voulez pas que je vous assassine. Car, vive Dieu, je n'hésiterai pas, je vous en préviens. Je le sais, dit l'inconnu, et je ne serai pas la première personne que vous tueriez lâchement. Les mornes et les quebradas de la Sierra Nevada ont entendu déjà les cris d'agonie de vos victimes. À cette allusion faite par l'inconnu à un crime que Don Lopez croyait ignorer de tous, une pâleur livide envahit son visage, un tremblement convulsif agita tous ses membres. Il poussa un cri de rage et se précipita sur l'étranger. Celui-ci attendit impassible le choc qui le menaçait, mais, dès que Don Lopez fut à sa portée, il se débarrassa vivement de son manteau et le jeta sur la tête de son ennemi, qui roula sur le sol, sans pouvoir se délivrer de l'étoffe maudite qui l'enveloppait comme un réseau inextricable. D'un bond l'étranger sauta par-dessus la table, et sans plus s'occuper de Don Lopez, il se dirigea vers la porte. Mais là, il trouva Don Juan, qui, s'élançant sur lui, chercha à lui enfoncer son couteau dans la poitrine. Sans se déconcerter, l'inconnu saisit le poignet de son agresseur, et avec une force que celui-ci était loin de soupçonner, il lui tordit le bras de telle façon que ses doigts se détendirent, et qu'il laissa échapper le couteau avec un cri de douleur. L'étranger le ramassa, et serrant Don Juan à la gorge. « Écoute, misérable, lui dit-il. Je suis maître de ta vie, et je pourrais te tuer si bon me semblait. Mais ce serait voler le bourreau et faire tort au garrotté qui t'attend. Seulement je veux te marquer pour que tu te souviennes de moi. » Et appuyant la pointe du couteau sur le visage blêmi du Mexicain, il lui fit 2 entailles en forme de croix, qui lui partagèrent la figure dans toute sa longueur. « Au revoir, dit-il en jetant le couteau avec dégoût, nous nous retrouverons dans la prairie. » Et s'élançant hors de la salle, il disparut. Lorsque les 3 hommes se retrouvèrent seuls, une expression de rage impuissante et de haine mortelle contracta leur visage. « Oh !» s'écria Don Lopez en grinçant des dents, et en montrant le poing au ciel, « je me vengerai. » « Et moi ?» murmura Don Juan d'une voix sourde en étanchant le sang qui souillait son visage. « C'est égal, » dit à part lui Pepe Naipes en jetant sur ses compagnons un regard de compassion ironique. « Je ne le connais pas, mais, carré. C'est un rude homme. » Chapitre 2. Les chasseurs de bisons. À 2 lieues au plus de Santa Fe, dans une clairière située sur le bord de la petite rivière qui borde le Presidio, le soir du jour où s'étaient passés les événements que nous venons de rapporter, 6 hommes aux traits durs,
profondément accentué, et portant le costume des chasseurs de bisons, c'est-à-dire le chapeau à large bord, la veste de velours garnie de réals percés en guise de boutons, la culotte serrée aux hanches par une ceinture de soie rouge, les bottes vacra et le zarapé bariolé, étaient réunis autour d'un grand feu qu'ils entretenaient avec soin, et causaient entre eux, tout en s'occupant activement des préparatifs de leur souper. Frugal repas, du reste, que ce souper. Il se composait d'une bosse de bison, produit de leur chasse, de quelques patates et de tortillas de maïs, cuites sous la cendre, le tout arrosé d'eau de smilax et d'aguardiente. La nuit était sombre, de gros nuages noirs couraient lourdement dans l'espace, interceptant parfois les rayons blafards de la lune, qui ne répandaient qu'une lueur incertaine. Le paysage était noyé dans ces flots d'épaisses vapeurs, qui, dans les pays équatoriaux, s'exhalent de la terre à la suite d'une chaude journée. Le vent soufflait violemment au travers des arbres, dont les branches s'entrechoquaient avec un bruit sinistre, et dans les profondeurs des bois, les miaulements des chats sauvages se mêlaient au glapissement des carcajous et aux hurlements des pumas et des jaguars. « Je crois que la nuit sera mauvaise, » dit un des chasseurs, tout en retournant les patates dont il surveillait la cuisson. « Je suis de votre avis, Fleur de Genêt, » répondit un grand homme sec en ce moment occupé à rendre le même service à la bosse de bison. Le soleil était, à son coucher, d'une couleur de cuivre qui ne présage rien de bon. Entre nous, Castor, j'ai bien peur que le faucon noir n'ait commis une faute en allant trouver seul ce misérable Lopez. Frère, vous savez que je n'ai pas approuvé cette démarche, mais le faucon est prudent, et il aura su sortir des griffes de cet homme. Dieu le veuille. Cependant vous conviendrez que, pour de vieux coureurs de bois, nous avons agi en véritables enfants, en nous fourrant à l'étourdi dans un véritable guêpier, dont je ne vois pas comment nous sortirons. Bah, fit le castor, avec un bon rifle et un œil sûr on vient à bout de bien des choses, et cet homme déterminé en valent 50 dans la prairie. Et puis, pouvions-nous laisser notre fils adoptif sans secours lorsqu'il réclamait notre aide? Tous les chasseurs se récrièrent, en protestant de leur dévouement au faucon noir. Depuis 20 ans que nous arpentons les lianos dans tous les sens, reprit le castor, notre plus grande joie a été de voir grandir à nos côtés et devenir un hardi et vigoureux chasseur, l'enfant chétif et malingre, que nous avons sauvé si miraculeusement lors de l'incendie de l'Hacienda del Toro. Nous avons fait le serment solennel de nous dévouer à son bonheur. Le moment est arrivé. Hésiterons-nous? Nous ne le pouvons ni ne le devons, dit Fleur de Genêt. Bien parlé, s'écria le castor. Et maintenant, frère, soupons. La bosse de bison fut tirée du feu, posée sur une large feuille d'abaniro, au milieu du cercle formé par les chasseurs. Chacun s'arma de son couteau, et ils commencèrent à manger de bon appétit. Cette affaire de l'hacienda n'a jamais été bien éclaircie, dit l'un d'eux, en engloutissant une énorme tranche de bison saupoudrée de piment, et dans l'intérêt de l'enfant, peut-être aurions-nous dû faire des recherches. Chut, répondit le castor en baissant la voix. Tio Perico et moi nous nous en sommes occupés. Croyez-vous donc que je n'ai pas songé comme vous, à retrouver la famille de notre cher enfant? Eh bien, demanda un des chasseurs, qui était resté silencieux jusque-là et qu'on appelait le grand lièvre, qu'avez-vous découvert? Hélas, répondit Tio Perico, en secouant tristement la tête, ce que nous avons appris se borne à bien peu de choses. Oui, interrompit le castor, à force d'interroger çà et là les voisins de l'Hacienda del Toro, ce qui n'était pas facile. Voici à quoi se bornent les renseignements que nous avons recueillis. Le père du faucon noir se nommait Don Gutiérrez de la Fuente. C'était un homme riche et considéré dans le pays, qu'il n'habitait, du reste, que depuis peu de temps, sans que l'on sût d'où il était venu. Le jour de l'incendie, que l'on suppose être le résultat d'une vengeance, des personnes dignes de foi nous ont assuré l'avoir aperçu, lorsque tout espoir de sauver sa demeure fut évanoui, prendre la route des prairies sur un cheval,
emportant sur le devant de sa selle le cadavre à demi calciné de sa femme. Depuis ce jour, nul n'a revu Don Gutiérrez. Est-il mort de désespoir, dans quelque lieu retiré de la pampa? Vit-il encore? Voilà ce que personne ne saurait dire. Et rien qui puisse nous mettre sur la trace de ce mystère, dit Fleur de Genêt. Et puis quand même, chose impossible, le faucon retrouverait son père. Comment s'en ferait-il reconnaître, après 20 ans passés? Avez-vous donc oublié, répondit vivement le grand lièvre, que lorsque nous sauvâmes l'enfant, il portait au cou un scapulaire de velours bleu brodé d'argent contenant des reliques? C'est vrai, je m'en souviens. Seulement, qu'est devenu le scapulaire? Il est encore au cou du faucon noir, répondit le castor, et qui sait si? Fit Io Perico, cet espoir est bien faible, mes frères, enfin, à la grâce de Dieu, et que sa sainte volonté soit faite. Tous les chasseurs se signèrent religieusement, et comme le souper était terminé, ils allumèrent leurs cigarettes, jetèrent quelques brassées de bois mort dans le feu, et se préparèrent à passer la nuit, le plus commodément possible. Tout à coup le bruit d'une course précipitée retentit dans la forêt, et un cavalier fit irruption dans la clairière. À sa vue, les chasseurs poussèrent des exclamations de joie, et s'élancèrent à sa rencontre. Ce cavalier était le faucon noir. Il répondit avec bonhomie aux marques d'attachement de ses amis, descendit de cheval, et s'approcha du feu. C'était un jeune homme de 25 ans, d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, mais fine, cambrée et admirablement proportionnée. Ses moindres mouvements étaient élégants et nobles, toute sa personne respirait la souplesse et la vigueur portées à leur suprême degré. Son front, ses yeux noirs et perçants, son nez aquilin, sa bouche moyenne, surmontée d'une épaisse moustache noire, lui complétaient une physionomie qui, sans être belle, avait une remarquable expression d'audace, de franchise et de loyauté. Il portait, comme ses compagnons, le costume de chasseur. « Eh bien, quoi de nouveau ?» demanda le castor, en s'adressant au jeune homme qui prenait sa part des restes du souper. « Avez-vous vu les ladrones ?» « Je les ai vus, » répondit laconiquement le faucon. « Et que prétendez-vous faire ?»« Sauver le pigeon volant, si mes frères veulent me venir en aide. »« Pourquoi ne le ferions-nous pas ?»« La tâche sera rude. »« Tant mieux, Cornebœuf, » dit le plus jeune en frappant la terre de la crosse de son rifle. « Tant mieux, il y a longtemps que nous n'avons eu maille à partir avec ces effrontés pillards des prairies. Ainsi je puis compter sur mes frères ?»« Écoute-moi, muchacho, » dit Io Perico d'une voix solennelle. « Sache, une fois pour toutes, que nous sommes ici 6 hommes prêts à sacrifier leur vie pour te voir heureux. »« Je le savais, » répondit le jeune homme avec émotion, « mais pardonnez-moi, j'avais besoin de vous l'entendre dire encore une fois, tant le projet que j'ai conçu est grave et périlleux. Mon fils, 7 hommes comme nous, n'ayant qu'une tête et qu'un cœur, sont bien forts dans le danger. Parle, quel est ton projet? Vous connaissez mon amour pour Rantchaïwaïmé, la fille de Maaskak, le sagamore des Giowaïs. Depuis que je l'ai vue dans notre dernière chasse sur les rives du lac Salado, mon cœur s'est envolé vers elle sans que j'aie cherché à le retenir, et je n'ai plus eu qu'une pensée, m'en faire aimer, qu'un désir, la prendre pour femme. Dans un but que je ne comprends pas bien encore, mais dont j'entrevois pourtant la duplicité, Don Lopez l'a fait enlever par son digne acolyte Pepe Naipes. Il se propose de l'emmener avec lui dans le voyage qu'il entreprend, à la recherche d'un placé, que Noronanga, le grand chef des Comanches, lui a vendu. Une 50aine de bandits gambusinos et trappeurs dévoués forment sa troupe. Eh bien, quelque formidable que soit cette escorte, mon intention est de l'attaquer. C'est au milieu de tous ces hommes que je veux enlever celle que j'aime. Voulez-vous me suivre? Quand partons-nous? Sur le champ. Les gambusinos sont campés à peu de distance de nous, et je sais que Don Lopez doit se mettre en route ce soir même. Il faut donc nous hâter de suivre ses traces. Partons, répondirent les chasseurs. Aussitôt chacun fit ses préparatifs, sellant son cheval,
et remplissant d'eau les petites outres de peau de chevreau, dont tout cavalier américain est pourvu. À l'instant où ils allaient quitter... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.